Éric Turon-Lago est psychologue de l'éducation nationale, psychologue du développement, spécialisé en troubles de la conduite et du comportement. Il a été membre du groupe de travail sur le haut potentiel à la DGESCO, qui est la grande direction, on va dire, du ministère, et il a participé à l'élaboration du vade-mecum, qui normalement est connu de tous les enseignants, enfin théoriquement, mais il semble que ce soit loin d'être le cas. En tout cas, ce vade-mecum se voulait être un outil pour les enseignants. Je pense qu'il nous en dira quelques mots. À vous. Bonjour, merci d'abord de m'avoir convié à ce webinaire en hommage à Jean-Charles Terrassier. Juste, je me permets d'introduire avant ma présentation que je suis toujours enthousiasmé par les témoignages comme ceux de Laurent Turc, c'est-à-dire des enseignants qui présentent des réalisations, des réalités, pas uniquement des théories, sur la prise en charge justement de la différence, la prise en charge des enfants au potentiel. Enfin, vraiment, je suis toujours surpris, n'étant pas moi-même directement enseignant, même si je fais pas mal de formations pour essentiellement les psychologues. J'interviens aussi dans des établissements, mais il se trouve que ce sont souvent des établissements privés qui me convient parce qu'ils arrivent peut-être plus facilement à libérer du temps. Je voulais juste aussi indiquer qu'il me semble que les enseignants ne font pas ces types de pédagogie parce que d'abord, ils l'ont sans doute, comme moi, comme beaucoup, ils ne l'ont pas expérimenté en vrai pendant leur propre cursus primaire et secondaire, et ils ne l'ont aussi jamais appris en formation. Donc à décharge, je pense que pour avoir travaillé un petit peu à l'ESP de Cergy dans le Val d'Oise, c'est quelque chose qui manque pas mal, et je pense qu'il faut être un petit peu kamikaze, possiblement à haut potentiel soi-même, pour oser ces pédagogies. Voilà. Et pour finir, sans que ce soit trop polémique, je pense que le problème aussi de l'annonce du haut potentiel par les parents à des enseignants, elle est souvent problématique, mais pour ma part, je pense que c'est essentiellement du fait de l'accueil qui n'est pas toujours le bon et qui n'est pas toujours adapté, et donc qui fait craindre aux parents d'être taxés de ceci ou de cela, ou que ce soit mal pris. Donc voilà, pour recevoir régulièrement des parents qui me posent la question, je pense que c'est cette question de l'accueil par les enseignants qui inquiète et qui divise. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait pas exactement quelle posture adopter, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de posture parce qu'il faudrait connaître exactement celle de l'intervenant ou de celui qui va nous écouter. Alors, je vais partager mon écran en espérant que cela fonctionne. Normalement, vous avez la main pour pouvoir effectivement partager votre écran. Sur partage d'écran, j'ai que les options avancées. Normalement, c'est la barre en bas, et vous avez en vert partage d'écran. Je l'ai. Hop, et je partage. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement. D'accord. Alors, j'ai eu la petite particularité de présenter en fait la dysynchronie interne, un terme qui était cher à Jean-Charles Terrassier. C'est vrai que se pose, alors ce n'est pas une généralité que je vais présenter, peut-être à la différence de Laurent précédemment. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est quand les émotions prennent le dessus, et quand notamment elles prennent le dessus de façon défavorable, c'est-à-dire qu'elles gâchent ou elles compliquent soit les interactions, soit l'expression des compétences.
Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, dans un cadre, je vais mélanger, je ne vais pas le spécifier à chaque fois, mais dans un cadre familial et aussi dans un cadre scolaire. Alors, je serais tenté, si on pouvait être plus interactif, de vous demander quelles sont les 5 émotions de base. Je vais vous les présenter par un petit menu dans un ordre que j'ai décidé de façon tout à fait autoritaire, pour ne me consacrer qu'aux 3 dernières. Non pas que les 2 premières, surtout la première, ne soient pas intéressantes, mais parce que ce sont les 3 dernières qui compliquent un certain nombre de choses. Alors, ce qui est important à avoir en tête au départ, concernant les émotions et les manifestations des émotions, c'est qu'il faut vraiment se rappeler à quoi servent les émotions. Évidemment, elles ne servent pas à nous compliquer la vie, elles ne servent pas non plus, parce que je travaille pas mal avec les émotions, avec les patients aussi que j'ai. Les émotions, à l'origine, c'est un langage vraiment primitif, c'est sûr, mais un langage tout de même, c'est-à-dire que comme tous les langages, même s'il n'est pas verbal, mais il sert à communiquer des informations aux autres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois, ça ne sert pas à connaître mon propre état, ça ne sert pas non plus à savoir où j'en suis ou à exprimer des choses comme ça parce qu'il faut que ça sorte. L'objectif, c'est qu'il faut que ça sorte pour que ça atteigne une cible. Et la cible, c'est toujours un autre. C'est-à-dire que si on vivait tout seul, on n'aurait pas besoin d'émotions comme certains animaux qui n'en ont pas parce qu'ils vivent seuls. Et toutes les émotions peuvent déborder, c'est-à-dire être exprimées de façon excessive. Alors, l'embêtant, c'est que dans les expressions des émotions, celle qui s'exprime souvent, eh bien, n'est pas toujours la plus adaptée. Évidemment, je ne l'ai pas encore nommée, mais l'émotion la plus compliquée, on a évidemment la peur qui va gêner un certain nombre de jeunes à exprimer leur potentiel. On va voir après pourquoi. On aura évidemment l'émotion de tristesse ou de déception qui va aussi être pour bonne part dans tout ce qui est émotion d'anxiété, enfin, manifestation d'anxiété, anxieuse, y compris dans ce qu'on appelle le refus scolaire anxieux ou la phobie scolaire. Mais on a aussi la colère, qui est une émotion qui est souvent exprimée par les enseignants ou par les parents, qui ne savent pas toujours comment s'ajuster face à un enfant qui fait une crise parce que les choses lui échappent. Donc, en fait, la colère, c'est une émotion qui est un petit peu particulière parce qu'elle devrait répondre à une agression. Et ce qui est embêtant, c'est que cette agression n'existe que rarement. C'est important d'avoir à l'esprit qu'à la base, l'émotion de colère, c'est une émotion un petit peu amalgame quand l'enfant est tout petit, un amalgame entre des besoins qu'il a, physiologiques, il a faim, il a trop chaud, il a soif, il a froid, il a besoin de réconfort, ou il s'est réveillé, voilà. Quand on est aussi petit, en fait, on a une réaction de cri, de pleurs, qui pourrait s'apparenter à de la colère, mais aussi à de la tristesse, mais aussi à de la peur. Donc, tout est mélangé quand on est très, très jeune pour le nourrisson. Avec l'âge, il y a une gradation dans les besoins, il y a une gradation aussi dans l'expression des besoins, et cette transmission des besoins, elle se fait avec une différenciation en tristesse, en peur et en colère, éventuellement. Sauf que certains enfants, pour des raisons que moi-même je ne maîtrise pas complètement, vont rester essentiellement sur une modalité de colère. Et donc, ils peuvent rester sur cette modalité très longtemps.
On peut même retrouver des adultes qui facilement, lorsqu'ils sont tristes ou qu'ils ont peur, vont se mettre en colère. Chez l'enfant, on a essentiellement deux modalités. On a deux modalités et chez l'enfant, c'est plutôt une colère qui va répondre à une tristesse, alors que chez l'adulte, on a plutôt une colère qui va répondre à une peur. C'est-à-dire que si j'ai peur de quelque chose, je me mets en colère. C'est plutôt un mode fréquent chez certains adultes. Il n'est pas adapté, mais il est fréquent. Alors que chez les enfants, c'est plutôt un mode de tristesse ou des gradients de la tristesse. Je pense à la déception, par exemple, qui va faire place à la colère. Et c'est embêtant parce que je vous ai dit à l'instant que la colère, je reviens dessus, répond à une agression. Or, c'est embêtant d'exprimer quelque chose en lien avec une agression alors que je suis triste ou que j'ai peur. Donc, vous voyez, au niveau juste de l'expression des émotions, il y a quelque chose qui est difficile. À l'origine des crises, il y a toujours, qui que nous soyons, surdoués ou pas surdoués, un des éléments suivants. Alors, par exemple, il y a un décalage entre ce que j'envisage et ce qui se passe. Entre ce que j'avais prévu de faire, par exemple, j'avais prévu d'assembler 2 Lego et je vois que je ne parviens pas à assembler les 2 morceaux de Lego que j'avais. Ou quand je les assemble, ils ne tiennent pas. Donc, il y a un décalage entre ce que j'avais prévu de faire et ce qui se passe à l'école, c'est j'avais prévu d'avoir telle note où j'avais vraiment tout fait pour que ça réussisse. Et en fait, ce n'est pas ça qui se passe. L'idée qui est derrière ce premier point, c'est est-ce que, dans un premier temps, je peux m'interroger sur le niveau d'exigence qui était donné. Dans certains cas, on a des enfants qui ont, à titre personnel, un haut niveau d'exigence. On va le retrouver, par exemple, dans l'anxiété de performance. Donc, des enfants qui sont habitués à mettre la barre vraiment haut. Pourquoi? Alors, parce que, surtout chez les enfants au potentiel, très très tôt, ils performent très très bien. Et donc, ils ont pris cette habitude que les choses se passent de façon parfaite, de façon attendue, par les adultes notamment. Et donc, cette habitude devient la règle pour eux. Et ils n'ont pas forcément développé l'idée que comme ils sont des apprenants, en fait, ils n'ont pas pris conscience que tout apprenant qu'ils étaient, ils avaient, alors j'allais dire le droit à l'erreur, mais en tout cas, il pouvait survenir qu'ils se trompent. Et donc, toute erreur est considérée comme quelque chose qui ne doit pas avoir lieu. Vous voyez, par rapport à cette exigence élevée qui est personnelle, il y a un travail particulier, j'en reparlerai après, à faire par rapport à l'identification de ce premier point. Ça peut être aussi un niveau d'exigence posé par les autres. Alors, les autres, ils peuvent être au premier lieu, évidemment, les parents, c'est-à-dire qu'un contexte familial de réussite peut amener des parents sans intention d'être exigeants, on va dire, peut amener un certain nombre de parents à avoir des comportements ou dire des choses qui vont amener l'enfant à ne considérer que la perfection comme objectif de réalisation. Ça peut être aussi le contexte scolaire, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement d'école qui n'est pas toujours très très clair avec l'apprentissage pour apprendre, pour se faire plaisir, et l'apprentissage pour faire juste, pour faire comme il faut, pour faire selon les critères de
de normes que l'école normale a longtemps eu pour nom, d'ailleurs. L'école normale servait à normaliser. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que c'est Pascal Mercier qui en a parlé, ou un autre intervenant, qui a dit qu'on avait un cadre qui était très rigide et très normatif. Et donc, dans ce cadre, il peut y avoir un niveau d'exigence élevé, implicitement ou explicitement. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas ou peu, pour tous les élèves en général et les élèves à haut potentiel en particulier, le droit à l'erreur, le droit à l'imprécision, le droit à l'à peu près ou à l'essai. À l'essai, donc, possiblement à l'erreur. Et ça peut être aussi le fait que mes propres prévisions étaient trop optimistes. On verra après pour quelles raisons au pluriel, mais ça aussi, ça peut être à l'origine d'une difficulté à accepter de ne pas avoir atteint l'objectif que j'avais en tête. J'inclus à l'intérieur de cette catégorie les troubles de certains enfants, troubles 10, évidemment, qui vont empêcher que ce qui se passe soit similaire à ce qui était attendu ou prévu. Et donc les troubles 10 et le déficit de contrôle attentionnel, TDAH par exemple, pour lequel les troubles de l'attention vont conduire fréquemment à ce qu'il y ait un décalage entre ce que j'avais prévu de faire et ce que je réalise, notamment dans le cadre de maladresse, maladresse praxique, troubles de l'écriture, etc. Une autre origine, c'est le fait de penser, alors à tort ou à raison, hein, que j'ai tout essayé et donc je n'ai plus de solution. Et donc je suis au bout du bout. Alors, on peut le retrouver chez tout un chacun, évidemment, mais chez des enfants à haut potentiel qui vont avoir une bonne capacité à imaginer, qui ont souvent une bonne connaissance, un bon bagage, ils peuvent avoir l'impression d'avoir tout essayé. Sauf que, dans un certain nombre de cas, ça ne s'avère pas toujours exact. Alors, par exemple, il est possible que j'ai mal perçu, en fait. Donc, que ce soit visuellement ou auditivement. Par exemple, j'ai mal perçu la remarque d'un professeur. J'ai entendu quelque chose, mais en fait, ce n'était pas ça. Et donc, j'ai l'impression que ce qu'il me dit m'oblige à quelque chose et je n'ai pas d'autre solution que de répondre ou de faire ce qu'il me dit. Il y a aussi une autre source de difficulté qui peut être la mauvaise évaluation de mes propres connaissances. Alors, tout à l'heure, on en a parlé. Il y a le feedback, c'est-à-dire le feedback que les autres me renvoient ou de ce que les objets me renvoient de ce que je fais. Et il y a aussi la métacognition, c'est-à-dire la capacité à avoir une idée précise de ce que je fais. C'est un point qui est souvent exprimé par les enseignants d'ailleurs, mais ça peut être aussi par les parents ou les enfants eux-mêmes, les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font des choses, ils résolvent un exercice, par exemple, de sciences, parce que c'est assez fréquent en sciences, mais ils ne sont pas capables d'en décrire les étapes. Alors, c'est sûr que dans les petites classes, on encourage beaucoup la question-réponse, alors qu'au collège et évidemment au lycée, on encourage les jeunes, voire on leur impose d'inclure leur procédure dans la réponse qu'ils vont donner. Et on a certains jeunes qui ont des difficultés importantes avec les procédures et avec l'établissement des étapes, et donc qui ont une compétence de métacognition qui n'est pas suffisante pour savoir exactement expliquer comment ils ont fait. Et dans certains cas, c'est embêtant parce qu'ils peuvent inventer, grâce à
au talent qu'ils peuvent avoir par ailleurs, des solutions à chaque fois différentes pour des exercices qui seraient en fait similaires. Vous voyez, c'est le cas, par exemple, j'ai animé pendant quelques années des ateliers pour enfants au potentiel dans le Val d'Oise, et on travaillait les mathématiques d'une façon un petit peu plus originale que ce qui pouvait se faire en classe, un peu moins traditionnel. Et je me souviens que j'avais proposé un problème qui me semblait complexe pour des élèves justement de tout niveau. Ça allait de la 6e à la 3e. Donc étaient conviés les élèves qui venaient et les élèves qui voulaient. Et donc j'avais posé une question aux quelques jeunes qui étaient là, et je leur avais donné un petit problème par écrit. Et bon, j'attendais qu'ils réfléchissent et qu'ils trouvent une réponse, s'ils avaient le droit d'écrire. Et quelques secondes après avoir donné mon document, il y a l'un d'eux qui me lève la main et qui me dit « j'ai la réponse ». Et j'avoue que j'ai été surpris. Donc, je lui ai demandé de venir un peu à l'écart pour pas que les autres entendent et de lui demander sa réponse. Donc, il me l'a donnée, elle était correcte. Sauf que j'ai soupçonné qu'il avait utilisé une méthode qui n'était peut-être pas adaptée. Donc, je lui ai demandé quelle était sa méthode. Et au lieu de me décrire une méthode qui serait valable dans de très nombreux cas similaires au problème que j'avais posé, il m'a dit j'ai essayé tous les cas. J'ai fait plein d'essais avec différents nombres. Et à un moment donné, je suis tombé sur la bonne solution. Et il se trouve que la solution devait être la 15e ou la 20e qu'il a essayé. Pour la petite histoire, il devait y en avoir peut-être 150. Alors, comme je lui ai expliqué, sa façon de faire était pertinente, sauf que si jamais la réponse valable avait été la 149e, eh bien, il aurait peut-être été en retard par rapport aux autres, parce qu'il aurait peut-être perdu beaucoup de temps à la chercher. Donc voilà, c'est intéressant de voir avec ces enfants-là pourquoi ils sont bloqués, pourquoi ça ne va pas, et dans certains cas, c'est parce qu'ils ont une méthode qui n'est pas toujours la bonne. Et il y a aussi le manque d'expérience qui est c'est-à-dire des enfants qui sont extrêmement compétents par ailleurs et qui, à ce titre, parce qu'ils ont quand même une expérience de vie qui leur montre, qui leur prouve souvent au quotidien que ce qu'ils font fonctionne, sauf qu'ils n'ont pas encore peut-être suffisamment d'expérience pour avoir embrassé la totalité de ce qui est possible. Donc, ils peuvent se trouver déçus de ne pas réussir quelque chose alors que c'est juste du fait de leur jeune âge, mais pour eux, ça peut être un obstacle compliqué à admettre. Il peut y avoir évidemment la frustration d'un besoin ou d'une envie, c'est-à-dire que j'avais envie de quelque chose, j'avais besoin de quelque chose, et je rencontre un obstacle à faire. Ça peut être un obstacle technique, ça peut être un obstacle humain, une règle posée, quelque chose qui ne va pas. Et tout au potentiel que je suis, mon émotion de frustration peut prendre le dessus sur ma réflexion et mon analyse, qui conduit au dernier point, qui est un manque de flexibilité possible, c'est-à-dire pouvoir m'adapter à une situation qui change, à un contexte qui évolue. C'est vrai qu'à priori, un enfant à haut potentiel, un adulte à haut potentiel, sont réputés pouvoir s'adapter de façon optimale à leurs environnements. Mais il se trouve qu'un certain nombre de jeunes, pas tous évidemment, mais un petit nombre, peuvent se trouver en difficulté vis-à-vis de cette adaptation nécessaire. Alors, on va rencontrer ça, par exemple, lorsque des jeunes enfants vont apprendre en classe une méthode, une technique, quelque chose,
et que de retour à la maison, ils l'exposent à leurs parents, par exemple, et que les parents, non par souci de contradiction, mais peut-être par souci d'enrichissement, vont compléter, modifier ou optimiser, ou vont proposer une alternative. Et là, l'enfant va résister en disant non, non, je préfère la méthode de la maîtresse, ou la méthode du maître ou du professeur, parce que c'est comme ça que j'ai appris et je ne veux pas changer. Je rajoute juste que ce manque de flexibilité, il peut aussi avoir pour origine le fait que certains enseignants n'acceptent pas de méthode alternative ou de posture originale, et donc ils peuvent eux aussi crisper, rendre rigide, rigidifier la dynamique qui pourtant devrait être celle des jeunes à haut potentiel. Donc voilà, l'identification de l'origine de la difficulté, c'est ça qui permet de cibler les réponses que l'on va avoir, que l'on soit parent ou que l'on soit enseignant. Parce qu'en fonction de l'origine, je vais pouvoir moi-même guider le jeune en tant que parent, en tant qu'enseignant, vers quelque chose qui sera plus performant, plus pertinent et évidemment plus accessible pour lui. Alors, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation dédiée spécialement aux troubles du comportement, mais ce qui est évidemment préférable, c'est d'anticiper avant les indices qui sont avant-coureurs de la difficulté, c'est-à-dire qu'avec un petit peu d'habitude, on connaît notre enfant, on connaît le jeune en face de nous, et donc il est possible de repérer ou de savoir à l'avance que dans telle situation, on risque d'avoir un blocage ou une difficulté. Tout à l'heure, il a été évoqué que dans la classe qui était présentée avec des élèves de divers horizons et de diverses compétences, il pouvait y avoir évidemment des enfants qui ont par exemple un profil Asperger. C'est vrai que ce type d'enfant, même s'il a des facilités, et j'en reparlais encore ce matin avec une maman, de grandes facilités, des connaissances parfois même largement encyclopédiques, peuvent se trouver en difficulté pour initier une tâche parce qu'elle est nouvelle, parce qu'ils n'en ont pas vu toutes les étapes, et éventuellement pour les éléments qu'on a vus précédemment. Et c'est important de savoir à l'avance que lorsque l'on va proposer quelque chose d'atypique à un enfant de ce type, il y a un risque élevé que les difficultés apparaissent et que son comportement se crispe. Tout à l'heure aussi, on a évoqué le raccourcissement de cycle, le fait parfois de sauter une classe. C'est vrai qu'il faut savoir que pour ce type d'enfant, ce n'est pas toujours facile parce que le changement représente quelque chose de très difficile par rapport à la flexibilité et l'adaptation. Donc ça aussi, ce sont des choses que l'on pourrait, en tant qu'adulte ou en tant que parent, en tant qu'enseignant, trouver nécessaires à faire. Ça serait vraiment bien qu'il aille dans une classe plus adaptée à son rythme, à ses compétences, à ses besoins. Sauf qu'on peut se heurter à ce manque de flexibilité qui est l'une des caractéristiques des enfants présentant un syndrome d'Asperger, et donc être un petit peu démunis par rapport à un projet humaniste, valorisant, et un refus qui serait de l'ordre d'un refus anxieux du fait d'adaptations difficiles. Donc voilà, préparer les choses et toujours s'adapter aux signes avant-coureurs ou à ce que l'on sait au préalable de l'enfant. Alors, les cibles à travailler, je trouve vraiment très pertinent de travailler la perception. La perception parce que c'est important d'apprendre aux enfants en général et à certains enfants à haut potentiel en particulier
d'apprendre à diriger leur attention, que ce soit visuelle ou auditive, sur tel ou tel élément, tel ou tel indice, et ne pas soit se précipiter, soit ne pas prendre qu'un morceau des choses ou des informations. Donc, apprendre à élargir ou à, au contraire, focaliser, cibler les perceptions. Les difficultés de perception sont, curieusement, et on n'a pas toujours à l'esprit, ont vraiment un rôle très, très important, y compris pour des enfants, par exemple, qui ont des troubles neurovisuels ou des troubles de la vue, qui peuvent aussi altérer cette perception et donc la compréhension, on verra tout à l'heure. Apprendre aussi, alors là, on est moins sur un versant sensoriel, on est plus sur un versant cognitif, c'est apprendre à séparer les informations qui sont pertinentes, qui vont être nécessaires à mon travail, de celles qui ne le sont pas, et d'informations qui vont être, entre guillemets, parasites ou distractives, mais qui n'ont pas, à la base, cet objectif. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant ouvre son livre d'histoire, par exemple, ou de sciences, et se trouve attiré par tel ou tel tableau graphique ou petit encart, ce n'est pas fait pour le distraire. Sauf que certains enfants, même à haut potentiel, vont se trouver embarrassés par ça. Donc, ça peut être aussi important lorsqu'ils lisent un texte, parce que je rencontre pas mal de jeunes qui ont cette difficulté, c'est de pouvoir extraire du texte les éléments qui sont nécessaires, un, à sa compréhension, deux, au travail qui est demandé. Parce qu'évidemment, comme dans le langage oral, le langage écrit contient un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de soutien et qui ne sont pas à proprement parler informatifs. Donc voilà, c'est important d'aider les jeunes sur ce repérage. Le second point à travailler, qu'on soit à la maison encore ou à l'école, même à la maison, c'est important, hein, quand on va revenir sur une situation qui s'est mal passée, travailler aussi sur l'analyse. Alors, bloquer les pensées dysfonctionnelles. Les pensées dysfonctionnelles, c'est un concept de psychologie, essentiellement cognitive. Il en existe 12, donc je ne les ai pas présentés ici parce que ce n'était pas l'objet, mais il existe 12 possibilités que l'on va avoir, que l'on a apprises par notre histoire, avec nos parents éventuellement, ou que l'on a inventé soi-même parce qu'on pensait que c'était pas mal. Sauf que ce sont des façons de penser qui distordent la réalité de ce qui se passe. Par exemple, pour vous en citer deux qui me viennent à l'esprit, l'idée du verre à moitié vide ou à moitié plein est une pensée dysfonctionnelle, c'est-à-dire que lorsque je vois toujours le côté vide des choses, le côté négatif des choses, c'est une pensée dysfonctionnelle parce que je le fais trop souvent. Et parfois, donc, de façon inadaptée. Ça peut être aussi la disqualification du positif, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le fait qu'il m'arrive quelque chose d'intéressant et de pertinent, comme réussir un examen, ben, je peux le disqualifier, même si je suis au potentiel, en disant ben, j'ai réussi cet examen ou ce concours, d'accord, mais bon, c'était facile, donc sous-entendu, je n'ai pas de mérite, sous-entendu, je n'ai en fait pas de valeur, et c'est embêtant de disqualifier de la sorte quelque chose qui est valorisé ou positif pour les autres. Ça peut être aussi le fait d'être déçu, d'avoir que 17,5 sur 20. Voilà, ce sont ces pensées-là qui ne sont pas adaptées et qu'il faut pouvoir travailler avec le jeune. On travaille aussi avec les adultes, hein, je le vois aussi au quotidien. Et enfin, améliorer la théorie, alors en anglais, theory of mind, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à évaluer de façon adaptée l'intention de l'autre. On a quand même pas mal d'enfants, même à haut potentiel, qui vont avoir parfois des difficultés à comprendre exactement quelle était l'intention de l'autre. Et très souvent, ce qui est embêtant, c'est que l'intention
supposée est une intention néfaste, mauvaise. Et donc, la posture de l'enfant, même à haut potentiel, va être inadaptée parce que ce n'était pas toujours l'intention de l'autre. Donc, ça peut être intéressant de reprendre avec lui, avec elle, l'analyse de la situation, la compréhension des éléments. Ils ont pu être perceptifs, mais ils peuvent être aussi compréhensifs. Et il faut pouvoir travailler aussi sur les réponses possibles que l'on peut apporter par rapport à ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire entraîner l'enfant à multiplier les solutions possibles, les explications possibles, les alternatives. Ça encourage évidemment sa flexibilité et ça encourage aussi sa façon de penser ce que l'autre peut avoir comme intention. Parce que dans un certain nombre de cas, je peux me tromper là-dessus. Donc, enrichir cet éventail et entraîner l'expression des possibles, l'entraîner dans le sens encourager les essais. Il n'est pas toujours pertinent de n'avoir que la théorie, c'est aussi important de pouvoir pratiquer. Alors, pourquoi les HPI peuvent avoir plus de difficultés que les autres par rapport à ces choses-là? Alors, j'ai bien mis « peuvent avoir » parce que les enfants HPI ne sont évidemment pas réputés pour avoir ces types de difficultés. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai bien conscience de ne m'adresser qu'à une partie des enfants à haut potentiel, ceux pour lesquels justement les émotions vont dysfonctionner, on va dire, il y a une dysrégulation particulière et qui s'oriente plutôt vers des colères ou des ruptures. Voilà. Alors pourquoi? Essentiellement du fait d'une capacité d'analyse qui les amène à envisager rapidement les conséquences de ce qui se passe, en règle générale. C'est-à-dire que comme ils vont très très vite, ils analysent très très vite et ils en tirent très très vite une conclusion. L'embêtant, c'est si l'analyse, comme on vient de le voir précédemment, est de mauvaise qualité. Idem si les perceptions ne sont pas complètement adaptées. L'autre élément, c'est qu'ils possèdent une très grande culture générale. Alors paradoxalement, on pourrait se dire que c'est plutôt un avantage, sauf que dans certains cas, cette grande culture peut constituer un obstacle, soit à l'acquisition de connaissances nouvelles, soit ça peut les amener à envisager, parce qu'ils connaissent beaucoup de choses, à envisager que ce qui se passe, ce qu'ils vivent, ce qu'ils expérimentent, puisse se passer comme ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont lu, ou ce qu'ils ont expérimenté. Donc cette grande culture générale, elle est à la fois vraiment intéressante, mais elle peut s'avérer parfois contre-productive lorsqu'elle est utilisée de façon inadaptée. Et une grande facilité aussi à faire les liens, c'est-à-dire qu'ils pourraient tirer une conclusion de ce qui se passe maintenant de façon similaire à ce qu'ils ont déjà vécu auparavant et parfois de façon erronée. C'est-à-dire que comme ils font rapidement des liens, c'est un avantage et c'est quelque chose de franchement intéressant parce que ça crée c'est créateur, c'est très intéressant au niveau de la production de choses originales. Sauf que dans certains cas, ça peut aller trop vite et le lien peut ne pas être exactement adapté. Donc voilà, mon propos s'arrête là en espérant que j'ai pour vous permettre de répondre à tes questions. Hop. Merci, M. Thuron-Lago. Présidente, est-ce que vous avez sélectionné un certain nombre de questions suite à cette intervention? Alors, pour l'instant, j'ai une question. Chez l'ado, à quoi répond la colère? Et j'ai une deuxième question après, mais voilà, on va commencer chez l'ado. Alors, c'est compliqué de vous dire a priori à quoi répond la colère.
Par contre, je peux soupçonner, j'ai un peu de théorie de l'esprit, je peux soupçonner que la question peut vouloir dire que les adolescents sont des rebelles, souvent en colère. Alors, je vous avoue que c'est une supposition, je ne sais pas si la Alors personne qui a posé la question… peut-être que la personne qui a posé la question peut expliciter sa demande. C'est Sylviane. Sylviane, tu es là? Oui, oui, Eric. Quand tout à l'heure, tu disais que chez l'enfant, la colère répondait en général à une tristesse, et que chez l'adulte, ça répondait plutôt à une peur. Donc, du coup, chez l'ado qui est… c'est vrai qu'on a quand même des ados, effectivement, comme tu dis, qui sont un petit peu rebelles. Est-ce que ça a tendance à répondre à quelque chose en particulier ou pas forcément, que c'est juste la colère fait juste partie de la rébellion de l'ado dans le passage de l'âge enfant à l'âge adulte? Alors, c'est une posture tout à fait personnelle que j'assume totalement. Je suis de ceux qui considèrent que l'adolescence n'est pas une période de rébellion, c'est une période d'émancipation, mais qui n'a aucun caractère catastrophique ni opposant. C'est-à-dire que l'adolescent, dans ma conception, je précise, il n'y a aucune réalité de terrain général qui montre qu'un adolescent est un humain rebelle. Il existe des adolescents, il existe des humains rebelles, mais c'est une minorité qui correspondrait à 10-15% des jeunes. La majorité des jeunes passent une adolescence avec des particularités, mais la colère ou la crise n'est pas la caractéristique de l'adolescence. Même si on appelle ça la crise d'ado, on devrait dire la crise de certains ados, selon moi. Et pour répondre à la question, c'est essentiellement lié à de la tristesse, encore une fois, mais sous une modalité qui est bien particulière, parce que la tristesse, c'est l'émotion de base, elle se décline, il y a une espèce de gradient, hein, qui va être essentiellement, par exemple, quand vous êtes frustré de quelque chose, c'est une tristesse. Quand vous êtes déçu de quelque chose, c'est une tristesse. Si vous avez voulu manger une glace et qu'on vous dit bah, non, là on ne mange plus de glace à 19h, si vous vous mettez en colère parce que vous voulez manger une glace, c'est essentiellement parce que, en réalité, c'est une modalité de tristesse qui a été transformée en colère. Alors, ce n'est pas un cours sur les émotions que je vous fais là, mais c'est important d'avoir à l'esprit que très souvent, les enfants qui sont restés dans ce mode de colère, à la place de la tristesse, je le rappelle, alors, commettent une erreur de communication, évidemment. Mais c'est surtout qu'ils ont souvent pris l'habitude d'exprimer la colère parce qu'ils ont découvert à un moment donné qu'en exprimant la colère, c'est-à-dire en agressant l'autre, ils étaient susceptibles, soit de façon régulière, soit de façon aléatoire, ils étaient susceptibles d'avoir gain de cause. Et cette agression va leur servir à avoir gain de cause. Mais en réalité, c'est une agression, il faut vraiment en avoir conscience, et deux, elle ne sert qu'à protéger un individu. Or, on ne peut pas protéger même un adolescent de l'opposition que fait son parent par rapport à la prise d'une certaine nourriture à un certain horaire, ou de continuer à jouer à Fortnite passé minuit. Enfin, oui. Donc, je répète, dans ce contexte-là, la colère est quasiment là, dans ce cas de figure-là, le fait de la tristesse, d'une manifestation de la tristesse. Je ne sais pas si ça répond. Enfin, j'espère que ça répond. Je ne vais pas faire trop de… Oui, je pense que la réponse était claire. J'ai plusieurs questions qui arrivent à rafale. J'ai une question qui me demande une définition claire et synthétique de la dysynchronie, selon Jean-Charles Terrassier. Oui, alors là, si vous me demandez de parler à la place de Jean-Charles Terrassier, c'est un honneur, mais bon. Alors,
La dysynchronie, c'est le fait de ne pas avoir développé toutes ces compétences en même temps de façon synchrone. Là, je suis super synthétique. Je crois que ça répond à la question. Voilà. Souvent c'est dit par rapport, au test, enfin, au bilan qu'on fait, les WISC et autres, pour décrire, alors c'est de mon sens un petit peu une erreur, mais pour décrire le fait que les compétences verbales sont bien plus développées que les compétences autres ou inversement. Donc, il y a un décalage important entre certaines compétences et d'autres, mais ça peut être aussi évoqué pour certains enfants pour dire qu'ils ne sont pas matures. Bon, c'est une autre histoire, une autre affaire un peu plus complexe, mais parfois, entre guillemets, parce que l'immaturité émotionnelle de certains enfants au potentiel est vécue comme une dysynchronie, c'est-à-dire qu'ils sont brillants techniquement dans les compétences scolaires et manifestement, ils ne sont pas brillants dans d'autres compétences comme les compétences sociales ou les compétences émotionnelles pour certains d'entre eux. Bien, autre question, je pense que c'était clair pour tout le monde. Comment aider un enfant d'âge primaire qui se referme et se met en colère face à la nouveauté, à la découverte d'une activité sportive, à de nouvelles rencontres, tout ce qui est dans le cadre du non-connu, en fait. Dans le cadre du non-connu, de tout ce qui est de l'inconnu, en fait. Ah oui, de tout ce qui est l'inconnu, bah oui. Alors, là, je vais avoir du mal à être synthétique parce que c'est un travail de prise en charge un petit peu plus long que je fais souvent régulièrement avec les parents. Comment apprivoiser chez un enfant qui est plutôt donc anxieux, finalement, si je comprends bien, parce que la peur de l'inconnu, faisons simple, c'est de l'anxiété. Je serais tenté de vous dire, ou de vous renvoyer, je ne vais pas être très, très original, de vous renvoyer à… je vais partager encore un petit temps l'un de mes écrans. Hop, celui-là. Je vais lancer le diapo. Partager. Hop. Alors, je vous les mets toutes d'emblée. C'est vraiment… alors, vous pouvez avoir un manque de flexibilité. C'est-à-dire la peur de l'inconnu, c'est nécessairement un ajustement avec un milieu dont j'ai absolument pas d'informations. Par exemple, je vais être inscrit à un cours de judo. Parce qu'en fait, je voulais faire du judo parce que j'ai vu David Douillet à la télévision. Et je me suis dit que ça serait un super moyen pour, je ne sais pas quoi. Il y a un costume, c'est sportif. Et sauf que quand je vais m'inscrire, il y a plusieurs inconnus. Le professeur, je ne le connais pas. Les autres, je ne sais pas qui ils sont. Qu'est-ce qu'on va me demander de faire? Je n'en sais rien. Donc, je peux avoir une tension par rapport à non, je vais enlever ce truc-là. Il vous gâche, voilà. Je peux avoir des difficultés par rapport aux exigences que je me fixe. C'est-à-dire que je vais faire du judo. Moi, j'imagine que la semaine prochaine, peut-être que je vais pouvoir me mesurer à David Douillet. Et en fait, non. Donc, moi-même, je peux placer des exigences très haut et avoir peur de ne pas réussir parce que je ne connais pas encore l'activité. Mais je peux le faire tout seul, sans que personne de l'extérieur mette la pression. Je peux aussi avoir une mauvaise évaluation de mes compétences. C'est-à-dire que j'ai encore jamais fait de judo. Sauf que je peux me dire que on dit de moi que je suis maladroit. Bon, d'accord. Ou alors, je me suis rendu compte que parfois, je n'arrive pas à faire ceci ou cela. Qu'est-ce que ça va donner quand je vais faire du judo? Donc, vous voyez, l'idée, au départ, effectivement, que je ne vous l'ai peut-être pas dit sous cette forme, mais il faut toujours questionner l'enfant
que l'on soit enseignant ou que l'on soit parent, ou que l'on soit thérapeute, évidemment, sur les raisons de sa crainte. Alors, évidemment, de façon extrêmement récurrente et prévisible, dans la majorité des cas, lorsqu'on va demander à un enfant « qu'est-ce qui te gêne et pourquoi tu ne veux pas y aller ?» La première réponse que vous avez une chance énorme d'obtenir, c'est « je ne sais pas ». Ce « je ne sais pas », il ne faut surtout pas qu'il vous arrête parce qu'il fait partie d'un processus cognitif d'élaboration de la réponse. Donc, continuez comme si on ne vous avait pas répondu « je ne sais pas » et continuez à questionner la même chose. D'accord, tu me dis que tu ne sais pas, mais là, je vois que tu n'as plus trop envie ou tu hésites. Ou qu'est-ce qui fait que tu hésites? Mais évidemment, c'est une petite technique à avoir parce qu'on est obligé de ne pas aiguiller l'enfant dans ses réponses. Il ne faudrait jamais lui dire « est-ce que tu as peur de le professeur ceci? Est-ce que tu as peur des camarades cela ?» Non. On lui fait une question totalement ouverte qui va peut-être le mettre un petit peu en galère, mais c'est pour les besoins de la cause, pour qu'il puisse exprimer quelque chose à sa façon, avec ses mots, comme il veut. Et s'il ne vous répond pas aujourd'hui, peut-être que la réponse, il l'élaborera dans la journée, qu'il vous la donnera demain. L'idée, c'est vraiment amener l'enfant, notamment lorsqu'il est inquiet, mais ça peut être aussi lorsqu'il est fâché, hein, à expliciter, vous voyez, ce qui est à l'origine de sa difficulté. Ce travail-là, il aide énormément la métacognition, c'est-à-dire le fait que je peux reprendre la main sur les choses que je fais et non pas les subir comme quelque chose qui m'arrive et que je suis obligé de subir ou pour lequel je suis obligé de fuir, dans le cas d'un refus, par exemple, d'aller dans un cours de judo, par exemple. Alors, j'ai fait un petit peu vite, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est pour répondre rapidement s'il y avait besoin pour essayer de tenir le délai. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Autre question. Est-ce normal d'avoir réussi pendant un moment à réguler ses émotions, mais de retomber par la suite dans dans tourbillon d'émotions, dans cette désynchronisation interne, les termes employés? Alors, je serais tenté de vous dire tout est possible. Donc, est-ce que c'est normal? Oui. Tout est possible. Alors, il faut savoir que les émotions, évidemment, enfin, c'est un truisme que je vous donne là, mais je les gère moins bien quand je suis fatigué, je les gère moins bien quand j'ai la tête pleine de choses et que je suis en surcharge mentale. Maintenant, il peut arriver pour quelques situations qu'une compétence que j'avais un temps, je la perde. Alors, il faut toujours s'interroger pourquoi, mais par contre, là, je n'aurais pas de réponse à vous donner. La seule chose, par exemple, qui me vient à l'esprit de quelque chose qui disparaît, c'est qu'il arrive chez certains enfants Asperger, qui ont un profil Asperger, ils parlaient à plein de gens. Quand ils étaient petits, ils allaient voir n'importe qui, ils leur racontaient tout un tas de trucs sur le cosmos, sur les dinosaures. Ils étaient extrêmement désinhibés et tout à fait sociables, on va dire. Et à cette période de la puberté, pour des raisons que je ne développerai pas ici, mais qu'on connaît quand même bien, il se passe des phénomènes de régression et de repli social qui vont faire que ces compétences qui existaient n'existent plus. Et donc, alors qu'avant, j'allais facilement vers les gens et je leur parlais, tout d'un coup, j'ai peur, je n'ose plus, j'ai plus envie. Voilà. Donc, ça peut arriver avec certains profils d'enfants. Le cas du syndrome d'Asperger n'est pas unique, mais voilà, l'idée, c'est de toujours s'interroger parce qu'effectivement, quand quelque chose était présent et disparaît, ça vaut toujours le coup de s'interroger. Alors, j'ai une autre question.
On va chercher. Pendant que vous lisez, je vois qu'on me demande s'il y Voilà. a des livres, des sites. Oui, des ressources. Des ressources. Alors, je suis assez mauvais en nom propre. Hein. J'ai un petit trouble du langage qui fait que je suis assez mauvais pour les titres de livres et les noms de personnes. Alors, il existe des ressources, mais la métacognition, si elle n'est pas dans votre champ professionnel, comme un enseignant, ça peut être un aide scolaire, des personnes qui sont formées à certaines pédagogies, parce que c'est plutôt une ressource pédagogique, la métacognition, même si on peut la développer au quotidien. C'est quelque chose d'un petit peu technique, et j'avoue moi, enfin, si quelqu'un d'autre ici a des ressources, bienvenues, et j'avoue que je ne peux pas vous en citer, même si j'utilise un certain nombre de ces Laurent, choses. peut-être? Comment? Laurent, est-ce que tu as des ressources que tu pourrais nous proposer sur la métacognition? Oui, alors sur la métacognition, il y a notamment un site qui est très utilisé dans l'Académie de Grenoble, mais qui a été reconnu de portée nationale, qui s'appelle Apprenance. Oui. Donc, vous tapez Apprenance, Académie de Grenoble, et vous avez un site qui vous définit très, très bien comment faire. Donc, ça, c'est la première chose, hein, justement, ce petit questionnement sur le proaction, l'action. Alors, moi-même, j'ai développé du coup, je ne sais pas comment on peut mutualiser après des ressources. Est-ce que c'est possible via l'AMPEP? Moi, j'ai développé un jeu de cartes avec les élèves qui reprend un peu, mais qui détaille ce que je vous ai dit tout à l'heure, et qui permet en fait soit de la position élève, soit de la position parent, de se poser des questions avant, pendant, après. Voilà. Et puis après, il y a une autre ressource qui est peut-être plus connue du premier degré, qui, quand on parle de métacognition, alors ça peut faire référence aussi aux gestes de la pédagogie, les gestes mentaux, pardon. Les gestes mentaux d'Antoine de la Garandrie. Moi, j'ai découvert Antoine de la Garandrie quand j'étais enseignant du premier degré, quand j'ai fait ma formation initiale. Et voilà, c'est une introspection métacognitive. Ça a été bien développé aussi, et je sais qu'il y a des instituts qui offrent aussi des formations, parce que par contre, sa pensée est assez difficile de prime abord. Voilà, mais ça, il peut y avoir déjà deux ressources. Donc, Antoine de la Garandrie, c'est quand même un peu un méta, j'allais dire, si vous n'êtes jamais plongé dedans. Et puis sinon, le site d'Apprenance Grenoble, vous trouverez déjà beaucoup de ressources dessus. Alors, Oui, pardon, on me dit justement en termes de ressources qu'il y a des ouvrages ou des vidéos de G. Borst. Voilà, a priori, c'est Léla qui nous dit ça. Et il y a Mme Triolet qui nous dit qu'il existe un cahier pédagogique sur la métacognition et la réussite des élèves. Et elle précise aussi qu'il y a aussi les écrits de M. Mérieux. Il y a aussi un livre, il faudrait que je retrouve aux éditions Nathan. Je n'ai pas le titre, alors moi, c'est pas. Il y a Apprendre à apprendre. Je pourrais vous le rechercher et vous le transmettre aussi, la référence, qui est très bien fait, concis et pratique dans la mise en œuvre. Donc, aux éditions Nathan. D'accord. Et moi, je recommande la lecture du site de Philippe Mérieux. Il y a des choses absolument, des ressources extraordinaires chez Philippe Mérieux. Ouais. Vous trouverez des conférences sur la métacognition. Donc, on essaiera de mettre sur le site de l'AMPEP, de vous mettre à disposition par mail les différentes ressources qui apparaissent sur le chat, de façon à ce que vous puissiez les retrouver. Ouais. Pour les enseignants, je rajoute un petit truc. Pour les enseignants, j'ai assisté à une formation qui est diffusée pour eux, mais peut-être pas dans toutes les académies, qui s'appelle l'entretien d'explicitation. C'est une technique qui est vraiment très intéressante pour aider un enfant qui se trouve en difficulté. C'est vraiment quelque chose de très pertinent. Voilà. Alors, on va revenir aux questions, si vous voulez bien. Je remonte du coup. Voilà. Est-ce que c'est très sibyllin, je vais vous la lire telle qu'elle est. C'est disynchronie, 2 points, les vases communicants, point d'interrogation. Alors, oui, c'est. Je ne sais pas si j'ai 2 heures. Alors, pareil, je vais essayer d'imaginer le reste du message qui pourrait manquer. Peut-être que Christophe,
Et peut-être que Christophe peut expliciter sa demande. Ou est-ce que ça voudrait dire que j'ai développé un talent au détriment d'un autre? C'est-à-dire que j'ai développé, par exemple, des compétences verbales au détriment des compétences motrices, dans le sens où on ne peut pas tout développer en même temps. Alors, c'est une question intéressante et pertinente. La réponse, moi, que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas certain qu'il y ait des vases communicants. Il est possible que chez certains individus, et pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, il y ait quelque chose qui se développe plus que chez d'autres. Mais chez beaucoup d'enfants à haut potentiel, on a au contraire tout qui se développe de façon assez homogène. Et n'oubliez jamais, je pense aux bilans psychométriques qui sont faits, que de façon assez générale, hein, plus de 60% des humains ont un développement qui n'est pas homogène. C'est-à-dire que la règle, c'est non homogène. Sans doute pour des raisons diverses et variées, notamment de la génétique. Et donc, ça pourrait être une erreur de croire qu'un individu sain et bien épanoui aurait toutes ses compétences développées de façon égale. A priori, pas du tout. Voilà. Par contre, il y en a certains qui sont très forts en sport très vite, et très forts en musique très vite, et très forts à l'école très vite, et excellents partout, avec peu de difficultés. Ce sont plutôt des exceptions, et c'est pourtant ce qui forme le gros de la population qui nous anime aujourd'hui.